Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. À la question qui se cache derrière Gérald Darmanin, on va avoir des réponses tout de suite avec Anita Hausser, co-auteur de ce livre, Gérald Darmanin, les secrets d'un ambitieux, aux éditions de l'Archipel. Oui, Anita Hausser, c'est un ambitieux justement. Ah oui, très ambitieux, c'est ça. Oui. Et puis, qui est jeune, on l'évoquait, il est jeune, c'est-à-dire il n'a qu'il pas a 40 ans. Il n'a pas 40 ans, il a gravi les échelons assez vite, quoi, en quittant sa famille pour aller. Il a fait de la godille un peu, pour reprendre une expression de skieur, quoi, non ? Oui et non, parce qu'il est parti faire ses études à Lille, parce qu'il est très attaché à la région, c'est-à-dire quand ses parents sont séparés, d'abord il est né à Valenciennes, il ne faut pas l'oublier. Ses parents ont quitté la région quand il était tout petit, il avait 2 ans, et puis ses parents sont séparés et son père est retourné vivre là-bas, donc il y retournait régulièrement. Oui, non mais quand j'ai fait de la godille, c'est sur un plan politique, parce qu'il était quand même très proche de Xavier Bertrand, de Nicolas Sarkozy, alors, et il est allé... Alors j'ai bien étudié son parcours, c'est vrai qu'il est à droite, personne ne pourra le contester, et il le restera, quoi. Je veux dire, il n'a pas... Il est parti, il s'est inscrit à La République En Marche parce que le président de la République lui a demandé. Il a été exclu de l'UMP à l'époque, enfin de LR. Et il y a un antagonisme profond entre lui et Laurent Wauquiez. Bon, toute sa démarche est guidée par le fait qu'il refuse la ligne identitaire du parti. Ça, c'est son credo. Donc, c'est ce qu'il invoque. Quand en 2017... LR a refusé, le parti proprement dit, le parti officiel a refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Il y a eu des prises de position individuelles, tous les chapeaux à plumes, enfin tous les chefs se sont engagés pour lui. Lui également, puisqu'il a fait campagne pour demander qu'on se prononce clairement, etc. Et donc ça a été le point de rupture. Emmanuel Macron avait pris contact avec Édouard Philippe très tôt, dès le lendemain du premier tour. Et en fait, ce que l'on ignorait, c'était les liens qui existaient entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Oui, qui se connaissaient bien. Mais c'est quand même un acte de trahison vis-à-vis de la famille de l'ex-UMP et LR, quoi. Appelez ça comme vous voulez. Je veux dire, c'était un différend idéologique. Enfin, moi, c'est un choix. Oui. Problème de la trahison, vous savez, on avait dit ça pour Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac. Non, c'était des choix politiques. Oui, mais quand même, il s'est construit dans l'ombre de Xavier Bertrand, beaucoup. À la fois, au départ, il s'est construit lui-même. Ouais. Il s'est construit dans l'ombre d'un homme très à droite, qui est Christian Van Est, qui était le député de Tourcoing. De Tourcoing, oui, absolument. Qui lui prônait l'alliance entre les gaullistes et le Front National. Il disait même qu'on ne gagnera jamais les élections si on ne s'allie pas avec le Front National. Bon, Chirac a quand même gagné. Et après, il a été repéré par Nicolas Sarkozy, qui aimait bien. C'est ça qui est étonnant, compte tenu en fait de sa formation, si je puis dire, auprès de Van Est, de Christian Van Est, qui était quand même un radical en fait, si je puis dire, à droite, quoi, que, eh bien, lui se soit rapproché beaucoup plus du centre par la suite, quoi, avec une vision beaucoup plus centriste. Déjà, quand on vieillit, on devient plus réaliste, et il est resté proche de Van Est jusqu'à ce que Van Est démissionne brutalement du conseil municipal de Tourcoing, où il était tête de liste. C'est comme ça qu'il a été propulsé chef du groupe d'opposition en 2008. Et après, il est là aussi c'est un aspirateur de voix de droite pour Emmanuel Macron. Clairement, il le dit. Il dit, je suis là pour ramener. Alors, il parlait de l'électorat sarkozyste à Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que l'électorat LR modéré, dirais-je, est déjà chez Emmanuel Macron. Et tout le problème est de savoir si l'électorat LR traditionnel va se porter sur le candidat qui sera investi le 4 décembre ou s'ils vont voter pour Emmanuel Macron. Ou Éric Zemmour, quoi, pour certains, si jamais il est candidat. Puisqu'il y en a certains qui vont vers Éric Zemmour aussi, quand même. Également. Est-ce que son ambition ultime, c'est pas les présidentielles, finalement ? Est-ce que c'est depuis tout petit ? Depuis tout petit, oui, puisqu'il disait à sa maman qu'il voulait être président de la République quand il avait 10 ans. Je pense qu'il est conscient qu'il faut gravir des marches. Et c'est vrai que l'opportunité va se présenter en 2027. Alors, donc, est-ce qu'il sera derrière le candidat de droite, Édouard Philippe. Écoutez,
Moi, je n'ai jamais vu de candidat autodésigné 5 ans avant. Donc, Édouard Philippe, oui, il se prépare. On verra bien. Oui. Allez, on va continuer avec vous sur les secrets. Est-ce que vous voulez connaître quelques secrets de Gérald Darmanin? Pourquoi il va aussi vite? Il veut aller aussi vite et donc, comme le disait Cécile avec Anita Hausser, vers la marche présidentielle également. 0826 300 300, on continue encore quelques minutes. Eh ben, on vous attend au standard. On serait ravis de vous parler, d'échanger avec vous. Merci d'être avec nous. Il est 9h30. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h34, Anita Hausser est avec nous, co-auteur de Gérald Darmanin, Le secret d'un ambition aux éditions de l'Archipel. C'est une plongée dans la trajectoire de ce ministre de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Donc Bercy d'abord, où il y a eu, on l'oublie, mais il y a eu des nuages quand même à Bercy. Et c'est ce que vous racontez en fait dans votre livre, quoi. Tout ne s'est pas très très bien passé. Non, mais c'est là où il s'est imposé et où il a impressionné tout le monde. D'abord en avalant le budget, si je puis dire, la science budgétaire, parce que c'est très difficile. Et ça, c'est un test pour tous les ministres du budget qui passent à Bercy. C'est la manière dont ils appréhendent cette espèce de gros machin où on met des tas de papiers, d'amendements. Et donc, non, mais il y a eu l'histoire des APL, la brouille avec Bruno Le Maire. On peut pas vraiment parler de bruit, mais ils n'ont pas la même approche. Ouais. Non, quand vous les écoutez, tout s'est formidablement bien passé, ils s'aiment, tout va bien. Ouais. Mais ils étaient relativement proches quand même avant 2017. Mais tout ça se passait autour de Thierry Solaire, qui était quand même le grand fédérateur de ce petit groupe qu'on appelait le Bellota, qui n'était pas vraiment un groupe de déjeuner, mais de dîner. Mais c'était un groupe d'amis un peu jupéistes. Et c'est pour ça que je fais une petite parenthèse, parce que Gérald Darmanin passait pour être un sarkozyste pur et dur, et c'était pas vrai. Il était très proche des gens qui étaient autour de Juppé. Oui, autour de Juppé. Alors après, il y a eu aussi des histoires qui lui ont collé et qui lui collent toujours un petit peu, c'est les accusations de viol, notamment. Donc ça, il refuse souvent d'en parler, ou alors il balaye. C'est très difficile. C'est très difficile, quoi. Oui. Enfin, moi, j'ai été biberonnée à un enseignement. On respecte la vie privée des gens, donc c'est très compliqué de parler de ça. Il a eu 2 non-lieux, il attend le 3e. Ouais. Il a été confronté à son accusatrice pendant 3 heures, je crois, au mois de mars. 9 heures, pardon, au mois de mars. Et là, apparemment, on s'approche d'un non-lieu. Mais moi, je suis très gênée pour parler de ces choses-là. Oui, mais bien sûr, mais quand on aborde Gérald Darmanin, évidemment, ça fait partie du personnage aujourd'hui. Je crois que... On peut employer le terme, c'était un chaud lapin. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui sentait en fait du pouvoir du pouvoir sur les femmes. Vous revenez d'ailleurs en fait un petit peu aussi justement sur quand même sa vie privée, même si vous ne l'abordez pas beaucoup, mais un petit peu, quoi. Mais justement, il cache sa vie privée. On a vu son épouse, donc il s'est marié au mois d'août, fin août 2020, et aucune photo du mariage. Ils sont sortis de la mairie de Tourcoing, puisque c'est le maire de Tourcoing qui les a mariés, par une porte dérobée. Et il y a juste un journal People qui a montré une photo de son épouse, mais seule, sans lui. Et la photo volée, vous savez, quelqu'un qui s'apprête à monter dans une voiture. Et en fait, la première fois qu'on l'a vu, c'était au mois de juillet dernier, je crois, quand ils ont été invités, donc le couple a été invité à un dîner officiel à l'Élysée. À l'Élysée, c'est ça, en juillet 2021, c'est ce que vous dites effectivement dans ce livre. Et est-ce que c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire? Parce qu'on voit qu'il communique beaucoup, c'est un gros communicant, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Il y a un grand orgueil personnel. Je veux dire, il est celui qui veut réussir. Il vous dira que c'est pas vrai, qu'il est très modeste et qu'il n'est là que pour servir le président de la République, mais quand on parle de ses ambitions présidentielles, je veux dire, tout ça est sous-jacent. Mais il a le temps. Son objectif, Place Beauvau, aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, c'est montrer que la maison est tenue. En fait. Mais je crois qu'il fait un gros travail de fond. Alors, c'est compliqué, la place Beauvau. J'en ai pas vraiment fait le tour, pour tout vous dire. Il y a la police, qui est gros morceau, qui est il y a une cogestion, c'est-à-dire c'est avec le ministère de l'Éducation, le ministère où l'emprise des syndicats est la plus forte.
Et il y a les collectivités locales, il y a la sécurité en général, la sécurité civile, et puis les problèmes migratoires. Alors là, c'est à l'infini. Oui, oui. Et les cultes. Et les cultes. Oui, et c'est là où, sur les problèmes migratoires, lui, où il doit trouver en fait sa bonne ligne, puisque il ne voulait pas de cette question identitaire quand il était au sein des LR, et face à une politique de fermeté qui est réclamée par beaucoup. Bon, alors, où il doit agir. Ça, oui, mais qu'est-ce qu'on entend par politique de fermeté? Parce que quand tous les candidats ou présumés candidats expliquent qu'ils vont régler le problème de l'immigration du jour au lendemain, vous croyez qu'ils vont les mettre dans des avions et les expédier à Alger ou à Tanger ou à Gdansk ou je ne sais où? On sait très bien que c'est pas possible. C'est vraiment très sommaire, ça fait plaisir aux électeurs qui disent Yaka. Quand on est placé devant le problème, Calais, quand les migrants arrivent, ils veulent aller en Angleterre. Les Anglais sont supposés nous payer pour qu'on les retienne. Ils veulent partir. Donc, on fait tout pour les décourager. Les associations se plaignent qu'on leur démolisse les tentes, qu'on leur pique leurs doudounes, enfin, qu'on les fasse partir, en leur disant « faites une demande et vous serez hébergés et on vous garde, au moins le temps d'examiner votre demande ». Tout ça, les gens ne veulent pas l'entendre, parce que c'est vrai que c'est une gêne pour la population, mais c'est insoluble. Oui, c'est insoluble parce qu'il y a une impuissance aussi. On est au bout de la route, nous. On est au bord de la mer. Bah oui, parce qu'il y a une impuissance sur le contrôle des frontières. Absolument. Pas seulement le contrôle. Ces gens qui partent, je veux dire, l'histoire est faite de mouvements migratoires. Oui, oui. Alors, avec ce qui s'est passé en Afghanistan l'été dernier, vous pensez bien que ça n'allait pas s'arrêter du jour au lendemain. Oui, d'autant qu'il y a parfois une instrumentalisation. Ce qui se passe en ce moment à la frontière. Oui, ça rappelle ce qui s'est passé aussi en Libye il y a quelques années, et encore dernièrement d'ailleurs. On n'était pas allé chercher les migrants en avion. Non, mais on les attirait quand même avec des passeurs, quoi, en Libye, pour les faire passer en Méditerranée. On l'a vu pendant un petit bout de temps. Il y a une autre question assez délicate que vous abordez aussi dans ce livre sur les secrets d'un ambitieux, Gérald Darmanin. C'est son prénom, Gérald, alors qu'en fait, il y avait un autre prénom. Non, c'est-à-dire que, vous savez, dans les familles, quand un bébé naît, il y a un débat. Comment est-ce qu'on l'appelle? Et donc, son grand-père, dont il est très très fier, dont il a la photo dans le bureau, s'appelait Moussa. Et je sais plus, je crois que c'est son père qui voulait qu'on l'appelle Moussa. Et sa mère a dit non. Et donc, Moussa a été son deuxième prénom. Oui. Et il met, comme ça, dans la conversation, il dit finalement, si je m'étais appelé Moussa, j'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai fait. Oui, D'ailleurs, le président algérien lui a rappelé récemment, lors de leur différend pour le rapatriement des clandestins condamnés, il dit, il l'a interpellé en l'appelant Moussa Darmanin. Oui. Merci Anita Hausser. Donc votre livre avec Jean-François Gainsburger, Les secrets d'un ambitieux, c'est une biographie aux éditions L'Archipel.